Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais parler des troubles dissociatifs de l'identité et aborder plus précisément des hypothèses sociologiques. Alors, sans rentrer dans des grandes théories, c'est juste dire que, eh bien, les troubles dissociatifs de l'identité, ou TDI, eh bien, sont empreints de toutes les valeurs et les normes sociales d'une époque donnée. Alors, il faut d'abord comprendre le contexte, c'est que les TDI, eh bien, c'est un trouble qui est décrit depuis au moins 200 ans, donc depuis début 1800, et en vérité, il existe des tableaux cliniques très contemporains en France, depuis quelques années, sans doute moins d'une décennie, qui sont particuliers, qui ne sont pas décrits dans la littérature, notamment pas décrits dans la littérature internationale, qui a été développé au début de l'année 1900, on va dire 1897 jusqu'à 1914-18, et une deuxième vague de littérature dans les années 70 jusqu'aux années 90-95. Donc là, on a sans doute une nouvelle vague de littérature qui va arriver, puisque la littérature scientifique suit les observations cliniques. Et donc dans les observations cliniques actuelles, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien des tableaux cliniques qui ne correspondent donc pas à des descriptions du DSM, du DSM-5 qui date de 2013 et pas vraiment discuté dans la littérature par ailleurs, avec des patients qui sont autodiagnostiqués. Donc là, on avait un véritable problème, en tout cas une véritable question qui se pose en psychiatrie, c'est-à-dire des patients qui arrivent avec leur diagnostic, ce qui semblait inimaginable il y a 10 ou 20 ans, où non seulement les patients n'avaient pas accès aux critères diagnostiques, mais surtout, ou même on ne leur donnait pas leur diagnostic. Et puis, il n'y a pas vraiment d'amnésie des épisodes, comme ça peut être décrit dans le DSM-5, avec pourtant des réels épisodes de dissociation. Donc on pourrait décrire toute la sémiologie, qui est assez fine. C'est pas le but de cette présentation. Alors, il y a des caractéristiques quand même particulières. Ils ou elles connaissent les critères du DSM, appartenant à une communauté influente sur les médias sociaux, avec notamment un nombre d'influenceurs, influenceuses qui sont bien identifiés. Et donc, deuxième, non pas problème, mais question qui se pose, c'est comment on travaille ou comment il faut travailler avec les influenceurs et influenceuses en santé mentale, puisqu'il y a une répercussion sur les patients et la manière de présenter la santé mentale à la psychiatrie. Donc des symptômes propres à la psychiatrie clinique, dissociation, anxiété, malaise, préjudice explicite. Donc en fait, c'est difficile de donner un nom, mais en fait ce qu'on ressent, c'est que chez ces patients et patientes, eh bien très clairement, il y a une souffrance. Et en fait, la question de la souffrance, elle est importante parce que sans souffrance, on pourrait dire bien les TDI actuels n'appartiennent pas au champ de la médecine. Là, on repère quand même qu'il y a une souffrance, sans doute une souffrance suffisamment préjudiciable pour nécessiter une hospitalisation. En tout cas, moi, c'est ce que je vois au quotidien. Et donc, pas de troubles de simulation ou trait de personnalité figé. Alors là, qu'on soit très clair, on n'est pas du tout dans l'influence d'un média social qui ferait que les personnes sont, comme à l'époque, on pourrait dire hystériques, ou pourraient simuler, avoir des troubles factices ou avoir des bénéfices secondaires à mimer un trouble. On est très très loin de ça. On est vraiment sur des jeunes qui sont en souffrance et qui présentent une nouvelle symptomatologie. Alors quand même, ce qui doit faire évoquer ce diagnostic, il y a des drapeaux rouges décrits par Piatzkewicz en 2021. C'est des drapeaux rouges qui doivent faire dire que eh bien, cette forme de TDI est quand même une de ces nouvelles formes, non pas teintée d'amnésie, de honte, de retrait, de recul, de dissociation malaisante, de, voilà, de mauvaise explicitation de son cas, mais là on est face à des jeunes qui s'attendent à confirmer un TDI qui a été suggéré, souvent par un ami, par un réseau social, une grande familiarité avec les symptômes, un jargon clinique qui est très développé, peu d'évitement, donc au contraire les symptômes sont mis en avant, une justification, par exemple de la perte de contrôle des émotions, sans preuve de souvenirs traumatiques. Alors ça vraiment, il faut y aller avec des pincettes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souvenirs traumatiques, mais en tout cas la présentation initiale n'est pas fondée uniquement sur ça, avec voilà, des pensées ou des voix qui ne sont pas égodystoniques, donc en fait quelque chose qui sont en cohérence, en concordance entre les ressentis et les pensées, et puis pas d'amnésie, en tout cas pas de preuves formelles, une tentative de contrôler les entretiens, fournir des preuves, annoncer, effectuer un changement de personnalité, éventuellement à l'entretien clinique. On sait que dans les entretiens passés dans les années 90, les psychiatres restaient jusqu'à 8 heures avec leurs patients, jusqu'à déceler un switch. Là, on peut avoir des switches très rapides, que ce soit à la télé, en consultation, et puis des gains associés au TDI. Alors,
Encore une fois, je répète, c'est pas du tout un trouble qui va être mimé pour avoir un gain, mais en tout cas, ça, c'est un des critères qu'il faut savoir repérer. Donc voilà. Et puis se fâcher quand le TDI n'est pas confirmé. Donc là, c'est important de voir que ces 13 critères, ils sont pas tous spécifiques, ils sont pas tous sensibles, hein, ils sont pas présents chez tous les patients, patientes, mais c'est important de savoir que bien ça peut être des drapeaux rouges, des choses qui doivent faire agiter le drapeau de du doute sur une de ces nouvelles formes cliniques de TDI. Et donc les questions de diagnostic dans le DSM étaient différentes, hein, puisqu'on interrogeait l'amnésie, la dépersonnalisation, la déréalisation, des luttes internes, des conflits, de la recherche d'identité plus profonde, d'une mémoire traumatique, et puis des relations entre les alters et l'environnement qui étaient très complexes. Donc ça, c'était des questions qui étaient dans le DSM, mais aujourd'hui, on voit que c'est plus du tout les mêmes questions qui sont développées. Alors maintenant, on va se demander pourquoi apparaissent comme ça ces nouvelles formes de TDI. Alors on a plusieurs hypothèses, hein. Et puis là, l'idée est de présenter certaines de ces hypothèses et peut-être en fait que la première, l'hypothèse sociologique. Pourquoi ce TDI-là, cette forme de TDI-là est le reflet de transformation des revendications de la société. Donc en fait, la société a des revendications, par exemple la liberté, l'individualisation, et on voit que ces revendications sont transformées. Et l'expression des TDI est sans doute le reflet de ces transformations. Et puis il y a d'autres hypothèses qu'on ne va pas aborder, donc il y en a 4 autres qui sont rouges, et puis en fait il y en a 5 autres qui pourraient être citées dont je ne parlerai même pas. En tout cas, la deuxième, une hypothèse terminologique, un trouble dissociatif de l'identité, un trouble dissociatif d'identité, est-ce que ça dissocie l'identité ou est-ce que c'est un trouble dissociation autour de l'identité? Bon, question complexe, mais finalement qu'on n'abordera pas. Et puis sur la terminologie, le fait de nommer ces états émotionnels, hein, ça a été largement décrit dans la littérature, est-ce que ça ressemblerait pas à ça le TDI? Le fait de dire, voilà, je mets un mot sur mes émotions, je nomme un alter, et chacune de ces émotions a le nom d'un personnage ou d'une personne. Une troisième hypothèse qui est définitionnelle, comment en fait, en définissant l'identité, soit comme unité par rapport à des éléments disparates, soit comme identité, comme intégration à une communauté ou à un environnement, en fonction de la définition de cette identité, de ces deux identités, on va avoir un TDI soit décrit comme le DSM, soit selon les formes courantes. Et puis, une hypothèse qui pourrait aussi expliquer ces formes de narration, hein, ces formes de TDI, c'est que la narration, il y a un sentiment vital de narration, de continuité de soi, et donc on peut comprendre que ces nouvelles explications sont finalement des histoires rapportées par les jeunes qui amènent ces TDI, parce qu'elles ont entendu ces histoires, ils ou elles ont entendu ces histoires, et c'est vraiment en racontant qu'il va y avoir une reconstruction de soi. Et puis l'hypothèse des maladies transitoires qu'on abordera rapidement, en fait c'est tout simplement de dire que le TDI a une base, hein, que comme je disais, existe depuis 200 ans, et en fait l'expression symptomatique est différente et dépend de, entre guillemets, niche écologique, au sens où des écosystèmes se créent dans lesquels, comme une espèce d'oiseau pourrait se développer, là on a une espèce de trouble qui se développe, et puis qui s'auto-entretient avec des effets de boucle, c'est-à-dire l'influence de la médecine qui elle-même est influencée et va modifier ces classifications pour s'adapter à ces nouvelles formes. Voilà. Et puis un principe de validation, c'est que toute expérience vécue est légitime, donc ça veut dire qu'il faut croire ces patients, et c'est sans doute un des points d'achoppement et aussi un des points les plus importants en psychologie et psychiatrie. Alors dans ces hypothèses sociologiques, si on creuse, on pourrait dire qu'il y a un parallèle avec la question du genre, puisque tout simplement on parle d'identité de genre, cette question est largement répandue. Là, on pourrait dire, on est sur une question d'identité, on est sur en effet à l'ère de la réinvention de soi, un genre qui est un champ d'expérimentation et plus une polarité où on aurait masculin et féminin, et puis la modulation du corps qui a été faite à travers le genre, dans le TDI, ça serait en fait une modulation de l'identité. Donc on modulerait non pas son genre, on le déclinerait non pas de manière large en refusant toute polarité, mais là on déclinerait son identité. Et donc, le choix de l'identité serait une décision propre, ouverte par l'individualisation du lien social. Alors, sur le plan sociétal, TDI reflète transformation des revendications individuelles et du lien social. Donc, on aurait des identités qui sont plus cosmétiques. Alors, par exemple, un jeune va s'habiller d'une certaine manière pour appartenir à une communauté, donc une identité esthétique ou professionnelle, hein. On va rentrer dans une communauté, dans une congrégation pour trouver une identité sexuelle, voire une identité de genre, en fait. Et là, on a aussi des identités qui sont plus complexes, hein, une identité spirituelle, voilà, ce à quoi je crois, ce que j'éprouve sont des formes d'identité, cognitives, morales, métaphysiques même, qu'est-ce que je suis dans cet univers. Et en fait, là, on voit que chacune de ces identités a été jouée sur le plan des revendications. Et donc là, cette génération partirait en quête d'une
libération d'un ensemble d'identités, un ballot d'identités, un package, couverture globale permettant de transformer toutes les identités. Comme ça, on pourrait définir le TDI. Et donc le TDI serait une forme d'expression où toutes les identités seraient transformées, seraient modifiées, seraient fluctuantes et filantes. Alors sur un autre plan, plus du comportement, TDI, une manière de se réinventer à l'adolescence. Quand il y a une violence des normes sociales, on ne s'y reconnaît pas, en retour, il y a souvent une violence qui consiste à ne pas les reconnaître. Ne pas se reconnaître dans une norme, entraîne une violence qui conduit à ne pas reconnaître les normes. Et donc là, ça serait jouer avec les expériences sur soi grâce à un corps, une âme malléable, et donc l'appropriation de normes variées, dans une envolée de normes, selon David Le Breton, permettrait un sentiment d'élargissement de la liberté. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, face à des normes qui sont trop coercitives, le TDI est une forme de revendication de sa liberté en se libérant des normes, ou en tout cas en s'appropriant l'envolée de normes selon Breton. Voilà, alors et sur un autre plan, un peu lié au point précédent, quand on a un refus des catégorisations comme à l'adolescence, ou sans doute selon les générations à venir, il y a une volonté de lutte contre la catégorisation. Donc on se rend le plus impossible à cataloguer, on le voit bien, il y a un nomadisme de l'identité par le corps. Dans la question du genre, on voit bien que plus on essaie de catégoriser le genre, plus il s'enfuit. Donc il y a de LGBT, on est passé par exemple à un acronyme de plus en plus long, LGBTQIA+, et des individus seraient ainsi intéressants à étudier puisque ce seraient des passeurs d'identité qui refusent l'enfermement dans une catégorie. Et donc, en fait, là, l'idée serait de dire, il faut abandonner les classifications des identités comme je les ai présentées juste avant, et de la même manière qu'on pourrait être tenté d'abandonner les classifications de genre, en tout cas c'est discuté. Et c'est non pas une définition du TDI, mais c'est finalement, est-ce que ces personnes, ces jeunes qui présentent un TDI, c'est pas des mines d'informations pour comprendre l'identité et les miroirs de la définition sociale actuelle. Et donc, une définition du TDI que je propose, c'est que les identités y constituent des univers significations permettant de rejouer son histoire personnelle, matérialiser ses craintes ou ses souffrances, amener une réflexivité à autrui, donc le faire bouger, obliger autrui à agir avec une définition visible de soi qui est complètement différente, ou en tout cas qui peut être perturbante quand on n'y est pas habitué. Alors quand on continue dans ces hypothèses sociologiques, si on creuse avec certains auteurs, on pourrait dire que à la manière où il y avait des fugues dissociatives au début du siècle dernier, en 1900, qui étaient reliées au développement du tourisme et en même temps au développement du vagabondage romantique, aujourd'hui on a des nouvelles normes, des nouvelles valeurs qui sont celles de l'individu qui doit être libre. Et donc en fait, la question n'est plus de la fugue pathologique, liées à des valeurs de voyage, mais aujourd'hui de l'identité, de la recherche d'identité, de la fluctuation de l'identité liée à des valeurs d'individualité et de volonté de liberté. Et donc, ça en même temps, ça peut être critiqué. Alain Ehrenberg dit bien que le désordre contemporain est bien celui de devoir être en permanence être soi et en plus de devoir le montrer. Et c'est donc tout ce qui ouvre à ces cultes du développement personnel, avec un culte de soi sur les réseaux qui s'y ajoute, un éloge de l'introspection, puisque c'est en se connaissant soi-même qu'on va pouvoir se développer et surtout conquérir sa liberté. Et donc en fait le TDI, d'un certain côté, l'accepter tel qu'il est, c'est aussi renforcer un paradigme de l'autonomisation individualiste qui a bien sûr ses bons côtés, avec la diversité qu'elle emmène, mais en même temps ses côtés obscurs, avec cette réponse aux valeurs sociales en fait du culte de soi et de la nécessité d'être en permanence soi-même. Et puis une autre hypothèse qu'on pourrait avancer, c'est celle de la notion de mise en scène. Goffman dit bien qu'à force de jouer son masque social, ce masque social devient notre identité. Il y a une mise en scène en effet du corps, du genre, de l'identité dans la vie quotidienne, qui est une mise en scène non pas au sens négatif du terme, mais bien de toute évidence et en toute sincérité. Et la personne, en fait, selon Goffman, se définit comme étant un masque social. Le masque social, c'est la personne. Et donc, l'identité, Goffman définit bien ça comme le masque de la division subjective. En fait, nous savons que nous sommes plusieurs. Chacun peut se dire, oui, je suis plusieurs. En tout cas, je ne suis pas la même personne en famille, au boulot et dans mes loisirs. Et par contre, ce qu'on définit comme l'identité, c'est le masque de cette division subjective. Le masque de cette division qu'on ressent, c'est ce qu'on appelle l'identité, c'est finalement une sorte d'unité qu'on présente aux autres. Et en fait, dans le TDI, il y a un refus de ce masque de la division subjective,
Et donc, dans les interactions, les personnes présentant un TDI refuseraient de montrer une sorte d'unité, comme si eh bien, il y avait des revendications de ce côté-là, en tout cas, voilà, sur une revendication de la pluralité. Enfin, les maladies transitoires, donc comme j'en ai un petit peu parlé, eh bien, on a des maladies qui évoluent dans le temps. Alors, il y a certaines maladies, il faut le dire, qui sont vraiment figées, qui sont génuines en anglais, alors authentiques, et c'est mal traduire, hein, puisque c'est pas authentique par rapport à artificiel, mais en tout cas des maladies qui sont décrites de la même manière depuis des centaines d'années ou des millénaires. Prenons par exemple la schizophrénie, avec un délire, des hallucinations qui sont bien présentes. Et puis on a d'autres types de maladies qui sont culturelles, hein. On a l'ATA, le DAT, le SATO, des maladies qui ressemblent à des troubles anxieux, qui ressemblent à de la dépression et qui finalement ont une expression complètement différente en fonction des zones géographiques. Et puis à côté de ça, eh bien, on a des maladies qui fluctuent dans le temps, non plus dans l'espace mais dans le temps. Là on voit bien que bien, certains troubles étaient manifestés d'une certaine manière il y a une centaine d'années, elles sont différemment aujourd'hui. Et donc là, c'est toute la question eh bien, du TDI, mais aussi, comme dans Les Fous Voyageurs de Yana King, des fugues dissociatives dont je parlais précédemment. Voilà, donc ça c'est vraiment l'idée de refuser que les troubles psychiatriques soient des entités biologiques figées, ou même sans être biologiques, des espèces naturelles, c'est-à-dire au même titre que des espèces d'oiseaux ou de chats et de chiens, il y aurait des choses fixées. Là c'est vraiment dire que les troubles psychiatriques sont conçus d'une manière externaliste, c'est-à-dire teintés de l'environnement qui les entoure. Et donc, c'est sûr que si l'expression de ces troubles est modifiée, eh bien, elle est aussi modifiée par les psychiatres eux-mêmes, ou en tout cas par les soignants en santé mentale. Et en fait, quand les patients ils s'emparent de la catégorie que le psychiatre va lui donner, alors il s'en empare bien sûr parce que le psychiatre lui en parle, mais aussi parce que eh bien, le psychiatre écrit de la littérature, écrit des classifications. Donc il y a vraiment un effet de boucle entre les classifications, le psychiatre qui peut nommer, la personne qui va ensuite jouer son rôle, le rôle différent qu'on lui assigne. On va parler là du trouble anxieux, mais aussi finalement, prenons l'exemple des hauts risques de psychose, des personnes qui sont à risque de présenter une psychose vont être voilà, particulièrement anxieux de leur pronostic et vont donc rentrer dans un trouble psychiatrique, alors que peut-être ça aurait pas été aussi marqué, ou ça ne serait pas manifesté de cette manière. Et en retour, les psychiatres voyant ça vont modifier leur catégorie. Alors, en tout cas, les comportements et le ressenti des personnes qui sont classifiées est modifié. Et donc là, très clairement, eh bien, il y a un effet de boucle dans ce type de maladie transitoire que serait le TDI.